Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de la série Apprenez la Vue de A à Z. Je suis professeur Ahmed Gaga et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer et manipuler les tableaux sur la Vue. Et commençons par définir c'est quoi un tableau. Un tableau est une structure de données qui représente une séquence finie d'éléments auxquels on peut accéder efficacement par leur position, ou ce qu'on appelle indice. C'est un type de conteneur capable de regrouper plusieurs variables de même type au sein de la même structure. On peut retrouver les tableaux dans un grand nombre de langages de programmation et bien sûr dans la Vue. Sous la Vue, un tableau est composé généralement de deux paramètres, les éléments et la dimension. Les éléments peuvent être soit des contrôles, soit des indicateurs. Mais vous faites attention, un élément ne peut pas contenir un mélange de contrôles et d'indicateurs. Les éléments sont les données ou les valeurs contenues dans le tableau, qui peuvent être soit des nombres réels, soit des chaînes de caractères, soit des booléens ou autres. Pour la dimension, elle représente soit la longueur, par exemple un vecteur, soit la longueur et la hauteur, par exemple une variable de t ou bien une matrice, ou bien la longueur, la hauteur et la profondeur pour le cas des variables 3 dimensions. L'utilisation des tableaux est très utile lorsqu'on travaille avec une collection de données similaires ou de même type, ou bien lorsque vous stockez un historique de calcul répétitif. Et passons maintenant vers l'expérimentation sous le logiciel LabVIEW. Donc pour créer un tableau, on commence par créer un nouveau VI sur LabVIEW. Donc comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, donc nous avons deux faces. La première face, c'est la face avant, dans laquelle nous avons la palette des contrôles. Et on switch par un CTRL-E, raccourci clavier, vers la face diagramme, dans laquelle on met notre diagramme ou la logique de fonctionnement du code. Donc on commence par créer notre face avant. Donc un clic droit. Donc on cherche sur la palette des contrôles les éléments Array, Matrix and Cluster. Donc on cherche l'élément Array et on le sélectionne. Comme vous voyez, nous avons mis sur la palette, ou plutôt sur la face avant, ce qu'on appelle le conteneur, ou en anglais, Array Shell. Donc c'est dans ce conteneur qu'on va mettre nos éléments tableau. Donc par la suite, pour former le tableau, donc un clic droit sur la palette de contrôle et on cherche le type ou bien la nature des éléments avec lesquels on veut former notre tableau. Dans cet exemple, on veut créer un tableau des éléments numériques. Donc on sélectionne numérique, numérique control. Donc et on va déposer les éléments à l'intérieur du conteneur. Et nous avons créé notre tableau. Donc qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque la partie de redimensionnement du tableau. Ça veut dire de préciser le nombre d'éléments de ce tableau. Pour ce faire, vous avez deux choix. Soit on va créer un tableau de manière verticale et pour ce faire, on va glisser ou redimensionner en glissant vers le bas. Donc, on va glisser en fonction du nombre d'éléments voulus. Donc, par exemple, pour créer 10 éléments, on va sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous manque un petit élément et le 10. Donc maintenant, nous avons pu créer notre tableau d'éléments. Mais qu'est-ce qu'on observe? On n'a pas encore finalisé la création. Tous les éléments sont en gris. Ça veut dire qu'ils sont désactivés. Donc pour les activer, on commence par une initialisation. On clique sur le dernier élément et on choisit par exemple une valeur initiale qui est par exemple 3. On clique sur Entrée et bon, on remarque que le tableau est bien activé. Donc le deuxième choix, c'est de créer un tableau de manière horizontale. Ça veut dire un tableau ligne. Donc dans ce cas, on appelle ce tableau colonne. Donc pour créer le tableau ligne, qu'est-ce qu'on fait? Donc on procède de même manière. On réduit le redimensionnement vertical
Et on fait la même chose, mais de manière horizontale. Et on glisse. Et on remarque que nous avons pu créer notre tableau, mais cette fois-ci, c'est de manière ligne, horizontale. Et de même manière, on peut activer ou désactiver les nombres, ou plutôt les éléments de ce tableau. Donc, on va garder la structure verticale. Donc, et nous avons un tableau de 10 éléments. Donc, pour l'initialisation, on peut mettre le contenu comme vous voulez. Le 5, le 16 par exemple, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la création manuelle des tableaux. Donc, juste à côté, qu'est-ce qu'on a? On a cette partie, ce qu'on appelle l'indice du tableau. Donc, cet indice, il dépend de la dimension. Donc, ce tableau, c'est un tableau int. Ça veut dire c'est l'équivalent d'un vecteur. Automatiquement, il contient une seule dimension. Donc, on peut créer des tableaux de 2 dimensions, 3 dimensions et de manière générale, n dimensions. Donc, pour des raisons de simplicité, on va garder le tableau à une seule dimension. Donc, on va créer un deuxième tableau de même manière. Clic droit sur la face avant. Donc, on va appeler la palette des fonctions. On va chercher la zone Array, Matrix and Cluster. Et on va choisir l'élément Array. Et on va créer un tableau de même taille. Donc, ça, c'est le conteneur avec la zone d'indice. Donc, on sélectionne la nature de la variable voulue. Donc, comme précédemment, on va créer un tableau des numériques ou des variables numériques. Et on va préciser le nombre d'éléments à 10 en glissant, ou plutôt en redimensionnant le tableau vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va sélectionner le dernier élément. On va initialiser par une valeur de votre choix, entrée, et c'est bon. Maintenant, nous avons créé 2 tableaux de type réel. Donc, on a un autre choix. Donc, on peut saisir ou préciser la nature de ces variables-là. Et pour ce faire, donc, il suffit de cliquer sur la variable. Donc, on doit sélectionner une variable. On navigue vers représentation. Et dans représentation, vous trouverez tous les choix possibles pour les types des variables numériques. Et on a tout ce qu'on appelle les variables non signées, codées sur 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Les entiers signés sur 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Et on a les nombres flottantes. Donc on a les nombres à virgule fixe, à précision simple, à précision double et à précision étendue. Donc on va par exemple garder les doubles, donc précision double. Ça veut dire que les nombres réels sont codés sur 32 bits en virgule flottante. Et c'est bon pour la création manuelle des tableaux. Maintenant, on va voir comment faire des opérations élémentaires sur les éléments de ces 2 tableaux. Donc pour ce faire, on navigue vers la face diagramme avec le raccourci clavier CTRL-E et on peut observer les images des 2 tableaux que nous avons créés sur la face avant. Donc le tableau 1 et le tableau B, plutôt le tableau 2. Donc je vais les renommer vers le A, le tableau A et le tableau B. Donc maintenant, on peut faire ou appliquer des opérations sur les tableaux, des opérations arithmétiques, mais élément par élément. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, on doit créer un 3e tableau. Donc, c'est quoi le rôle de ce 3e tableau? Donc, c'est tout simplement, on va stocker le résultat des opérations qu'on va faire par la suite. Donc, de même manière, on va créer un tableau, on cherche le conteneur, mais cette fois-ci, on ne va pas remplir par des contrôles, mais cette fois-ci, c'est par des indicateurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut afficher les résultats des opérations appliquées sur les tableaux A et B. Donc, bien sûr, puisqu'on va faire des opérations élément par élément,
le résultat sera stocké dans un tableau de même taille. Ça veut dire on a A de taille 10, B de taille 10. Donc pour on va mettre par exemple S, la sortie, il doit avoir une taille 10. Bien sûr, on ne va pas initialiser parce que tout simplement, ce tableau S, il va recevoir le résultat des opérations qu'on va appliquer par la suite. Et c'est bon. Un CTRL E pour passer vers la palette ou plutôt la face diagramme. Et on va choisir une opération. Donc pour choisir une opération, on va commencer par exemple par des opérations simples. Donc on va choisir l'opération addition. Donc on va connecter les deux entrées A et B. Donc on peut remarquer la couleur et la taille et le motif qui indiquent qu'on travaille avec des tableaux NT de type double. Et le résultat bien sûr est là, la même couleur, la même taille et le même motif. Donc on va réorganiser le tout avec un CTRL A et on clique sur cette icône. C'est Clean Up Selection. Et c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner, faire la somme du tableau A, ça veut dire des éléments du tableau A avec les éléments du tableau B et stocker le résultat dans le tableau C. Donc on doit commencer par initialiser par des valeurs aléatoires et on va vérifier par la suite. Donc je vais mettre par exemple des valeurs positives et des valeurs négatives. C'est juste pour vérifier le fonctionnement par simulation. La même chose pour le P. Deuxième élément. Donc juste après cette partie, je vous montrerai comment créer de manière automatique les tableaux. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'initialiser manuellement. Donc on va garder le 0 ici. On va mettre 76, le 8 et par exemple le 9. Et c'est bon. Donc pour exécuter le code, on appuie sur l'icône Run. Et c'est bon. Donc déjà, le moteur d'exécution Lavio a pu faire ou a pu exécuter le programme. Et qu'est-ce qu'on a dans la matrice S? Donc chaque élément de la matrice S ou chaque indice de la matrice S, il est associé à une sommation des mêmes indices dans les tableaux A et B. Ça veut dire qu'on commence par l'indice 0. Donc on a A0, c'est 5, B0, c'est 33. 5 plus 33, ça donne 38. Donc pour le dernier indice, ça veut dire le A9, puisque les indices toujours commencent par 0. Donc 10 éléments, on a les indices à partir de 0 jusqu'à 9. Donc le A9, c'est 3. Le B9, c'est 5. 5 plus 3, ça donne 8. Donc on peut même changer l'opération. Donc pour ce faire, on navigue vers le bloc diagramme. On sélectionne l'opérateur plus et on remplace. Donc on sélectionne en replace. Donc numérique palette par l'opérateur multiplication. Donc et c'est bon. On va vérifier. Donc bien sûr toujours on exécute le code et c'est bon. Donc on va revérifier. Donc on a le premier élément A0 c'est 5, le P0 c'est 33. Donc 5 fois 33 ça donne 165. C'est juste. On va vérifier les éléments 0. Donc l'élément A0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le A5 c'est moins 5. Le P5, donc 5 c'est l'indice. C'est 0. Moins 5 fois 0 ça donne un 0. Donc on peut remarquer le signe moins. Ça veut dire qu'on a un nombre négatif dans les deux éléments multipliés. Donc c'est le moins 5. La même chose pour le dernier élément. Le A9 fois le B9, ça donne le 15. Donc et comme ça, on peut établir ou effectuer des opérations arithmétiques élément par élément sur deux ou plusieurs tableaux. Maintenant, je vais vous montrer comment créer les tableaux de manière dynamique ou de manière automatique. Donc on va supprimer le tout. Donc pour créer un tableau de manière automatique, donc on commence la création dans la palette ou plutôt dans le bloc diagramme.
Donc, on va exploiter tout ce que nous avons vu dans les vidéos qui traitent les structures et les conditions. Et bien sûr, on va utiliser la structure for loop. Donc, c'est cette structure qu'on utilise généralement pour la création des tableaux. Donc, on commence par mettre notre structure for. Donc, on va préciser le nombre d'itérations. Donc, automatiquement, le nombre d'itérations dans la structure for, il nous donne le nombre des éléments de notre tableau. On va créer une constante. On va garder la même dimension que précédemment. On va créer un tableau de 10 éléments. Donc, on va ignorer l'indice i. Donc, ça, c'est le nombre d'éléments. Ça, c'est l'indice. Donc, bien sûr, si on veut créer un tableau des valeurs aléatoires, donc on va essayer de créer un tableau dynamique, de manière dynamique, ça veut dire automatique, mais initialisé par des valeurs aléatoires. Pour ce faire, on va appeler l'élément, ou plutôt la fonction random. Donc la fonction aléatoire. Donc on va chercher rapidement. Donc c'est dans la palette des fonctions. Donc vous cherchez numérique. Et dans la palette numérique, on cherche random number. Donc cet opérateur, qu'est-ce qu'il fait? Donc pour avoir une petite aide sur cet élément, donc vous cliquez sur l'élément, et vous cliquez sur cette icône. On clique une deuxième fois. Donc le help, ça donne quoi? Donc cet élément produces a double precision floating point number between 0 and 1. Donc cet élément, il est capable de générer et de produire des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1. Donc on va exploiter ce comportement pour créer un tableau initialisé par des éléments compris entre 0 et 20. Donc ça, il génère des éléments entre 0 et 1. Et on veut initialiser notre tableau par des éléments entre 0 et 20. Donc pour ce faire, on va chercher une constante, donc une constante numérique. Donc on va initialiser la constante numérique par 20. Donc on va choisir l'opérateur multiplication. C'est bon? Donc, et la sortie de cette opération, ça donne quoi? Ça donne des éléments qui varient entre l'intervalle 20, 0, plutôt 0, 20. Pourquoi? Parce que la valeur minimale qu'on peut produire par l'opérateur random, c'est 0. Donc 0 fois 20, ça donne 0, c'est la valeur minimale. La valeur maximale qu'on peut générer par l'opérateur random, c'est 1. Donc 1 fois 20, c'est 20, donc c'est la valeur maximale. Donc sur ce point, on peut créer des valeurs comprises entre 0 et 20. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste de créer le conteneur. Donc pour créer le conteneur, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va créer un indicateur. On va essayer de glisser l'indicateur vers l'extérieur. Donc, et c'est bon. Mais on n'a pas encore terminé. On doit reconfigurer le tunnel. C'est quoi le tunnel? C'est le lien entre l'intérieur de la structure for loop et l'extérieur. Donc ce tunnel, il accepte plusieurs modes de fonctionnement. Donc dans ce mode, donc on sélectionne un clic droit sur le tunnel. Donc le tunnel mode. Donc le mode actuel, qu'est-ce qu'il inclut? Il inclut last value. C'est la valeur finale. Ça veut dire après 10 itérations, qu'est-ce qu'on va mettre sur le tableau de sortie? On va mettre juste la dernière valeur générée par le contenu de la boucle. Mais pour créer le tableau, qu'est-ce qu'on doit sélectionner? On doit sélectionner le mode indexé. Donc si on choisit le mode indexé, automatiquement ça crée une erreur. Donc c'est quoi cette erreur? Automatiquement, le mode précédent, il génère un scalaire. Mais dans le mode indexé, il génère un tableau. Donc automatiquement, on a une mauvaise adaptation de taille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la sortie, un clic droit sur le tunnel, on va créer un indicateur de manière automatique. Et c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer clairement que la taille de sortie, elle est différente de la taille de l'entrée. Ça veut dire que l'entrée de ce tunnel est un scalaire et la sortie est un vecteur.
Et toujours, on travaille avec des doubles précisions, des valeurs réelles. Donc, on va réorganiser un peu le code, un CTRL A, et on sélectionne l'option Clean Up. Et c'est bon. Donc maintenant, il suffit juste d'exécuter le code et de voir le comportement de ce programme. Donc avant de passer vers l'exécution, automatiquement, ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Il va initialiser le tableau de sortie avec 10 éléments de valeurs initialisées comprises entre 0 et 20. Donc un CTRL E pour naviguer vers la face avant. Donc voici le tableau. Donc on va exécuter le code. Et on peut remarquer que nous avons un élément qui égale 17,3594. Donc généralement, on n'a pas encore terminé. On doit redimensionner le tableau vers le bas. Donc on va redimensionner jusqu'à atteindre les zones inactivées. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a 10 éléments, donc on doit arrêter le redimensionnement sur l'indice 9. Donc comme j'ai déjà expliqué, nous avons pu créer un tableau de manière dynamique ou de manière automatique avec des valeurs initialisées entre 0 et 20. Et passons maintenant vers quelques opérations ou quelques fonctions pour la manipulation des tableaux. Donc on suppose qu'on veut extraire la valeur maximale et la valeur minimale de ces éléments-là. Ça veut dire de ce tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement chercher dans la palette des fonctions la fonction qui nous permettra de faire ce travail. Donc un clic droit. Et puisqu'on travaille sur des tableaux, on va chercher l'élément array. Et dans l'élément array, on va essayer de chercher la fonction min-max. Donc ici, on a une fonction max and min. On va sélectionner cette fonction. On va la mettre sur la face diagramme. Donc, un petit help sur cette fonction. Donc, c'est quoi cette fonction? Donc, c'est une fonction qui permet de retourner à partir d'un élément d'entrée qui est un tableau d'une ou n dimensions, la valeur maximale, la valeur minimale et les deux indices de ces deux valeurs. Ça veut dire la valeur maximale et son indice dans le tableau et la valeur minimale et son indice sur le tableau. Donc on va revérifier ce comportement. Donc on va connecter le tableau de sortie avec l'entrée de la fonction et on va créer des indicateurs. Donc un indicateur qui indique la valeur maximale. Le deuxième indicateur qui indique la valeur minimale. Et bien sûr, on va indiquer les indices de chaque élément. Donc, on peut remarquer clairement que l'indice, il est en bleu. Ça veut dire que c'est un entier, puisque l'indice ne peut prendre que des valeurs entières. La même chose pour l'indice de la valeur minimale. Donc, on va réorganiser un peu le code avec un CTRL A et l'icône Clean. Et c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce programme? Il crée un tableau de manière dynamique de 10 éléments et il initialise chaque élément par une valeur aléatoire comprise entre 0 et 20. Donc, ce tableau représente l'entrée d'une fonction qui retourne la valeur maximale et la valeur minimale, respectivement, et leur indice. Donc, un CTRL E pour passer vers la face avant. Et on a les indicateurs de cette fonction. Donc, on a max value, min value et les indices. Donc, je vais essayer de réorganiser un peu le code. Donc, le max avec le max et le min avec le min. Donc, je vais lancer l'exécution et on va revérifier. Donc, comme précédemment, voici le tableau. Donc, dans ce tableau, nous avons initialisé les éléments par des valeurs entre 0 et 20.
Donc, à l'intérieur de ces 10 éléments, on ne peut jamais trouver des valeurs à l'extérieur de l'intervalle 0-20. Donc, on a le 15, le 9, le 15, le 7, le 4, le 1, le 5, le 9, le 15 et le 18. Donc, pour extraire la valeur maximale, nous avons utilisé la fonction min-max et on va essayer de vérifier. Donc, max value, c'est 18,412 et l'indice de cette valeur, c'est le 9. On va vérifier. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, pour la valeur minimale, c'est 1,41, 373 et l'indice, c'est 5. Je vais vérifier. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est cette valeur. Très bien. Donc, on suppose que nous avons un tableau de taille plus élevée que 10. Ça veut dire 1000 valeurs, 2000 valeurs, etc. Donc, c'est pas pratique de compter manuellement les indices. Donc, pour par exemple vérifier l'indice 9, il suffit de mettre un 9 dans la zone d'indice. On va mettre 9 et automatiquement, il retourne dans le premier élément du tableau la valeur de l'indice 9. Donc, et le 9, ça donne 18,412. Donc, pour vérifier la valeur 5, il suffit de taper l'indice 5. Donc, et toujours l'indice 5, il est stocké dans la première case du tableau. C'est 1,41, 373. C'est 1,41, 373, 5. Donc, on va tester d'autres fonctions. Donc, un contrôle E. Et on va par exemple, donc array, on va par exemple retourner array size. Ça veut dire la taille de ce tableau. On suppose que nous avons créé un tableau de manière dynamique dont on n'a pas d'informations sur la taille. Donc, pour retourner la taille de manière automatique, on utilise cette fonction. Donc, on va connecter à l'entrée le tableau que nous avons créé. Et bien sûr, la taille, il ne peut prendre que des valeurs entières. Donc, on connecte un indicateur d'entier. Donc, on suppose qu'on n'a pas d'information sur la taille qui est 10. Donc, on exécute et automatiquement, la taille, c'est 10. Donc, par exemple, on va changer la taille. On va mettre par exemple 35. Donc 35, on va exécuter. Et la taille, bien sûr, c'est 35. Et la taille du tableau, c'est 35 éléments de valeur aléatoire, comprises entre 0 et 20. Et dans ce cas, bien sûr, on va retourner d'autres valeurs maximales et d'autres valeurs minimales. Et dans ce cas, la valeur min, c'est 0,9 et la valeur max, c'est 19,7. Donc, on va vérifier la valeur minimale. Donc, c'est l'indice 22. OK? Donc, c'est 0,95. C'est exactement la même chose. Donc, d'autres fonctions, c'est ce qu'on appelle index array. Donc, qu'est-ce que ça veut dire index array? Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne l'élément de l'indice précisé à l'entrée. Donc, on suppose qu'on veut retourner l'élément de l'indice 13 dans ce tableau. Donc, on va utiliser cette fonction. Donc, et comme argument d'entrée, on a deux. Bien sûr, toujours, on a le tableau d'entrée sur lequel on veut appliquer la fonction. Et quoi d'autre? Le deuxième paramètre ou le deuxième argument, c'est l'indice. On veut par exemple retourner l'indice 13. Donc, je vais créer une constante, l'indice 13. Et ici, je vais faire sortir la valeur de l'indice 13 du tableau d'entrée. Donc, c'est indicateur. Donc ça, c'est l'élément 13. Donc, on va exécuter le code. Donc, l'élément 13, c'est 11,594. Je vais vérifier.
dans le tableau original. Donc je vais mettre 13, entrée. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a le même élément. L'élément 13 sur le tableau, c'est 11,594. Et l'élément retourné par la fonction, c'est 11,594, etc. Donc on passe vers d'autres fonctions. Donc le principe, c'est déjà expliqué. Donc en plus de la taille et de l'indice, on peut replacer un élément ou plusieurs éléments en utilisant cette fonction. C'est replace array subset. On peut même insérer des éléments dans le tableau pour modifier sa taille. On peut même supprimer des éléments à partir de ce tableau, etc. Et vous avez un certain nombre de fonctions qu'on peut appliquer sur le tableau. Donc avant de finaliser cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des tableaux de 2 dimensions de manière dynamique. Donc par exemple, on va créer un tableau de 2D, ça veut dire 2 dimensions, de n lignes et m colonnes. Donc je vais créer 10 lignes et 3 colonnes par exemple. Donc je vais sélectionner le tout, supprimer. Donc pour ce faire, comme j'ai déjà expliqué, pour créer un tableau de manière dynamique, on utilise les structures et surtout la structure for loop. Donc pour créer un tableau de dimensions, on doit créer une boucle pour la dimension ligne et une autre boucle pour la dimension colonne. Donc 2 boucles imbriquées. Donc on va préciser le nombre de lignes à 10 et le nombre de colonnes à, par exemple, 5 colonnes. Donc on va initialiser tous les éléments de ce tableau de D par des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 20. Par exemple, les notes d'une classe. Donc je vais choisir l'opérateur multiplication. Bien sûr, je cherche rapidement une constante et l'opérateur random. Donc random number. Donc je connecte les deux entrées avec l'opérateur et j'initialise le 20. Donc et je crée quoi? Un indicateur. Donc je vais essayer de faire sortir cet indicateur vers l'extérieur. Donc on va créer 2 tunnels. Donc comme j'ai déjà expliqué, les 2 tunnels sont en mode last value. On doit les changer vers le mode indexé. Donc mode indexé de la première structure et le mode indexé de la deuxième structure. Automatiquement, on a une erreur de taille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer. On va créer automatiquement create indicateur. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc dans la première structure qui fait l'opération de génération des valeurs aléatoires, on a en sortie un scalaire. Donc et cela, elle est clairement visible par la taille. La sortie de la première structure, il nous donne un vecteur, ou plutôt un tableau d'une seule dimension. Et on peut remarquer ça entre les différences de taille entre la sortie et l'entrée. Et bien sûr, la sortie de la deuxième structure, qu'est-ce qu'il donne? Il génère 2 lignes en parallèle. Ça veut dire que dans ce cas, la dimension, elle est double. Et on travaille dans 2 dimensions. Donc, je vais réorganiser automatiquement l'ensemble du code. Très bien. Et on passe vers la face avant. CTRL E. Donc, on sélectionne, plutôt on exécute le code. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, on a ce truc-là. Donc, on peut remarquer, première remarque, on a 2 indices. L'indice ligne et l'indice colonne. Et on a un seul élément. Donc, il suffit juste de redimensionner en 2 dimensions le tableau jusqu'à trouver la taille précisée. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a combien de lignes actives? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on va arrêter le redimensionnement vers 10.
Et on a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4 et 5. Et on a 5 colonnes. Et bien sûr, chaque élément JK, si on suppose que l'indice ligne c'est I, plutôt c'est J et l'indice colonne c'est K, donc chaque élément JK est une valeur aléatoire comprise entre 0 et 20. Et vous pouvez vérifier ça visuellement. Donc pour retourner un indice, il suffit de mettre dans la zone des indices la valeur. Par exemple, pour l'indice 3,3, c'est le premier élément. Pour l'indice 3,4, c'est 19. C'est toujours le premier élément. Donc pour afficher la totalité du tableau, on commence toujours par l'indice de départ qui est le 0,0. Et on a notre tableau. Donc c'est ce qu'on appelle un tableau de dimensions. Donc bien sûr, on peut appliquer tout ce que nous avons vu sur les tableaux 1D sur des tableaux de D automatiquement. Par exemple, on va faire le dernier test avec la taille de ce tableau. Donc on va appeler la fonction ArraySize. On va connecter l'entrée avec l'entrée. Bien sûr, la sortie dans ce cas, ce n'est pas un scalaire, mais bien sûr, c'est un vecteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il doit retourner la taille ligne et la taille colonne, deux tailles. Donc on va étendre vers 2. On va lancer la simulation. Donc dans ce cas, la taille, c'est 10, 5. Ça veut dire 10 lignes, 5 colonnes. Et c'est exactement ce que nous avons obtenu par ce programme. Donc, vous pouvez retester toutes les fonctions qui existent dans l'élément array de la palette des fonctions pour vérifier le fonctionnement. Donc, je pense qu'on va arrêter cette vidéo dans ce point-là. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans des commentaires. Donc, on se verra dans la prochaine vidéo.